La discipline, c'est vous forcer à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est cette vérité que la plupart des gens évitent. Mais c'est la vérité qui sépare le succès de l'échec. Le titre le dit clairement. Comment vous forcer à être discipliné? Car soyons honnêtes, si vous attendez de vous sentir prêt, vous attendrez toujours. Si vous dépendez de la motivation, vous en manquerez toujours. La discipline n'est pas un choix que vous ne faites que les bons jours. C'est la décision que vous prenez chaque jour, surtout quand c'est le plus difficile. Réfléchissez-y. Combien d'opportunités avez-vous perdues parce que vous avez retardé? Combien de fois la facilité vous a-t-elle volé le progrès? Ce message n'est pas une théorie, c'est la réalité. Il s'agit d'apprendre à vous contrôler dans les moments où les excuses crient le plus fort. Si vous pouvez vous forcer à la discipline, vous pouvez changer chaque domaine de votre vie. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Chapitre 1. Affrontez votre paresse directement et refusez de négocier. La discipline n'est pas quelque chose que vous trouvez par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un matin à votre porte avec un sourire. La discipline est quelque chose que vous devez affronter, quelque chose que vous devez confronter et surtout, quelque chose que vous devez imposer dans votre vie quand tout en vous préférerait l'éviter. Quand vous sentez cette attraction de la paresse, quand votre corps dit de rester au lit, quand votre esprit chuchote que vous méritez une pause, c'est le moment où vous devez vous lever et refuser de négocier. Car si vous négociez avec la paresse ne serait-ce qu'une fois, elle gagnera l'argument à chaque fois. La paresse n'est jamais à court d'excuses. La paresse aura toujours une autre raison prête. Mais si vous refusez de négocier, si vous tenez bon, vous commencez à construire la force qui change votre vie. La paresse a une façon de se déguiser. Elle n'arrive pas toujours en ne faisant rien. Parfois, elle se manifeste en scrollant sans fin sur votre téléphone. Parfois, elle vient en mangeant de la nourriture dont vous n'avez pas besoin. Parfois, elle ressemble à un travail occupé qui vous empêche de faire ce qui compte vraiment. C'est ainsi qu'elle gagne. Elle vous trompe en vous faisant croire que vous en faites assez quand, en réalité, vous évitez ce qui est difficile. Et la vérité sur la vie est la suivante. Le progrès se trouve toujours dans ce qui est difficile. Les choses qui vous poussent, les choses qui vous font transpirer, les choses qui exigent votre concentration, ce sont elles qui vous façonnent en une personne disciplinée. Si vous voulez devenir discipliné, vous devez apprendre à voir la paresse pour ce qu'elle est vraiment, l'ennemi de votre avenir. Quand vous vous réveillez le matin et que vous sentez le poids du lit vous retenir, c'est le moment où la discipline vous appelle. Soit vous y répondez, soit vous lui tournez le dos. Mais voici la réalité. Chaque fois que vous tournez le dos à la discipline, vous renforcez votre paresse. Chaque fois que vous choisissez le confort au lieu de l'action, vous entraînez votre esprit à obéir à la paresse. Et puis, quand cela compte le plus, quand votre vie exige de la concentration, vous serez déjà conditionné à abandonner. C'est pourquoi il est si dangereux de négocier avec la paresse. Même les plus petites excuses commencent à façonner votre caractère. Vous pensez que vous ne faites que sauter une séance d'entraînement. Mais ce que vous faites vraiment, c'est construire l'habitude de dire non à la discipline. Maintenant demandez-vous, combien de fois avez-vous choisi l'option facile plutôt que la nécessaire? Combien de fois avez-vous dit « je le ferai demain » pour réaliser que demain ressemblait exactement à aujourd'hui? C'est la paresse qui négocie avec vous, et vous avez accepté le marché. Mais si vous voulez vraiment vivre une meilleure vie, vous ne pouvez pas continuer à signer ce contrat. Vous devez affronter la paresse directement. Regardez-la dans les yeux et refusez de faire un pacte avec elle. Vous dites non. Vous agissez sur le moment. Même si votre esprit crie le contraire, c'est ce qui force la discipline dans votre système. Vous voyez, la raison pour laquelle tant de gens restent bloqués n'est pas qu'ils manquent de connaissances. Ce n'est pas qu'ils manquent d'opportunités. C'est parce qu'ils négocient avec la paresse. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent que la motivation arrive. Mais ces choses ne viennent jamais quand vous les attendez. Si vous restez assis à attendre le sentiment parfait, vous attendrez toute votre vie. La discipline commence quand vous agissez avant de vous sentir prêt. Elle commence quand vous affrontez la paresse directement et que vous avancez malgré elle. L'esprit humain est un maître dans la création de confort.
Ils vous racontent des histoires. Vous avez travaillé dur hier. Reposez-vous aujourd'hui. Vous n'avez pas l'énergie maintenant. Faites-le plus tard. Un jour de sauter ne fera pas de mal. Ce ne sont pas des pensées inoffensives. Ce sont des chaînes. Elles vous maintiennent au même niveau, au même résultat, à la même vie. Et si vous les acceptez, vous devenez plus faible sans vous en rendre compte. Vous pensez peut-être que vous vous reposez, mais en réalité, vous vous entraînez à capituler. C'est pourquoi vous devez développer la capacité de reconnaître ces pensées et de les arrêter avant qu'elles ne vous contrôlent. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Elles ne sont pas plus talentueuses que vous. Elles n'ont pas plus de chance que vous. Elles ont simplement arrêté de négocier avec la paresse. Elles ont construit la discipline en refusant d'écouter les excuses, en se forçant à agir même quand elles n'en avaient pas envie. C'est le secret. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas excitant. C'est simplement le pouvoir de dire non à la faiblesse en vous et oui aux actions qui vous feront avancer. Maintenant, vous forcer à être discipliné ne signifie pas être dur avec vous-même pour vous punir. Il s'agit de respect. Il s'agit de respecter suffisamment votre avenir pour prendre aujourd'hui des décisions qui vous serviront demain. Quand vous refusez de négocier avec la paresse, vous vous dites « Je vaux bien cet effort. Mon avenir vaut bien ce sacrifice. Mes objectifs valent bien cet inconfort. » Ce n'est pas de l'autopunition, c'est du respect de soi au plus haut niveau. La vérité est que la paresse ne disparaît jamais vraiment. Elle se présentera demain, après-demain et le jour d'après. Vous ne pouvez pas l'éliminer, mais vous pouvez l'affaiblir. Vous pouvez la priver de son pouvoir en refusant de céder. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que les excuses, vous reprenez une part de force pour vous-même. Et avec le temps, l'équilibre change. La paresse s'affaiblit. La discipline se renforce. Finalement, la discipline devient qui vous êtes, pas seulement quelque chose que vous faites. Mais cette transformation commence par un seul moment, le moment où vous arrêtez de négocier. Ce ne sera pas facile au début. Votre corps vous combattra. Votre esprit vous disputera. Vous entendrez toutes les raisons de retarder. Mais vous devez vous entraîner à reconnaître que c'est exactement à ce moment que la discipline se construit. Pas quand c'est facile, pas quand c'est pratique, seulement quand c'est dur, seulement quand vous n'en avez pas envie. C'est là que la force naît. C'est là qu'une vie disciplinée commence. Demandez-vous maintenant, qu'est-ce que vous avez remis à plus tard? Dans quel domaine de votre vie avez-vous laissé la paresse gagner? Peut-être votre santé, peut-être vos études, peut-être votre carrière. Quoi que ce soit, comprenez ceci. Plus longtemps vous négociez avec la paresse, plus vous perdez de temps. Et le temps ne revient pas. C'est le vrai coût de la paresse. Pas seulement des minutes perdues, mais des opportunités perdues. Alors, comment l'affronter directement? Vous commencez petit. Vous choisissez une chose que vous savez devoir faire et vous la faites immédiatement. Vous n'y pensez pas. Vous ne débattez pas. Vous ne demandez pas comment vous vous sentez. Vous vous levez et vous agissez. Cette petite victoire commence à briser le schéma. Et une fois que vous avez brisé le schéma une fois, vous pouvez le briser encore et encore. C'est ainsi que la discipline se construit. Par de petites victoires empilées les unes sur les autres, jusqu'à créer une fondation que la paresse ne peut briser. Et chaque fois que vous gagnez contre la paresse, vous gagnez plus que du progrès. Vous gagnez de la confiance. Vous commencez à vous faire confiance. Vous savez que quand la paresse se présentera demain, vous serez prêt. Vous ne plierez pas. Vous ne marchanderez pas. Vous agirez. Cette confiance est inestimable. Car une fois que vous vous faites confiance, une fois que vous savez que vous ne négocierez pas avec la faiblesse, votre vie change de façon inimaginable. Il y aura toujours des gens qui diront « Je ne peux pas le faire, c'est trop dur, je commencerai plus tard ». Ne les rejoignez pas. Ils attendent un moment qui ne viendra jamais. Devenez plutôt la personne qui dit « Je vais le faire maintenant. J'agirai même quand je n'en aurai pas envie. Je ne négocierai pas ». Cette personne construit une vie de liberté, de succès et de croissance. Et cette personne, cela peut être vous. Alors, souvenez-vous de ceci. La prochaine fois que la paresse appelle, ne répondez pas. La prochaine fois qu'elle chuchote, stoppez-la.
La prochaine fois qu'elle offre du confort, refusez le marché. Tenez bon. Agissez. Construisez votre force. Un choix à la fois. Et n'oubliez jamais, le moment où vous refusez de négocier avec la paresse est le moment où vous vous forcez à la discipline. Et la discipline est le chemin qui change tout. Chapitre 2. Prenez de petites actions immédiatement pour entraîner une réponse instantanée. La discipline ne se construit pas par des bonds géants. Elle n'apparaît pas un jour après une décision soudaine. Elle est créée dans de petites actions prises au moment exact où elles sont nécessaires. Chaque fois que vous retardez, chaque fois que vous attendez, vous affaiblissez votre capacité à répondre. Le secret d'une vraie discipline est d'apprendre à agir immédiatement, à bouger dès que la pensée entre dans votre esprit, sans hésitation et sans négociation. Ces petites actions instantanées entraînent votre esprit et votre corps à répondre sans délai. Et cette habitude devient le fondement de la force dans chaque partie de votre vie. Pensez à la fréquence à laquelle les opportunités vous échappent, simplement parce que vous avez fait une pause. Vous avez senti l'envie de faire de l'exercice, mais vous avez attendu un peu plus longtemps, puis vous l'avez sauté. Vous saviez que vous aviez un appel à passer, mais vous vous êtes dit que vous le feriez plus tard, et plus tard n'est jamais venu. Vous avez eu une idée à noter, mais vous vous êtes convaincu que cela pouvait attendre, puis vous avez oublié. Ces petits moments ne semblent pas destructeurs sur le coup, mais ils vous conditionnent lentement à ignorer votre propre direction. Ils apprennent à votre esprit que l'hésitation est acceptable. Et plus vous acceptez l'hésitation, plus votre discipline devient faible. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez que chaque fois que vous aviez la pensée d'agir, vous bougiez. Vous pensiez à boire de l'eau, alors vous en buviez. Vous pensiez à prendre un livre, alors vous l'ouvriez. Vous vous rappeliez une tâche à accomplir, alors vous la commenciez sur le champ. Ce schéma construit quelque chose de puissant, la capacité à répondre instantanément. C'est ainsi que vous éliminez la paresse avant qu'elle ne grandisse. C'est ainsi que vous empêchez la procrastination de prendre racine. Et c'est ainsi que vous reprenez le contrôle de vous-même. La raison pour laquelle l'action immédiate est si puissante est que le cerveau humain est rapide à créer des raisons d'arrêter. En quelques secondes après avoir pensé à faire quelque chose de difficile, votre esprit crée une liste d'arguments contre. Il vous dit que vous êtes trop fatigué. Il vous dit que vous aurez plus d'énergie plus tard. Il vous dit que ce n'est pas urgent maintenant. Mais ces arguments n'apparaissent que quand vous attendez. Si vous agissez avant que votre cerveau n'ait le temps de débattre, vous gagnez. Vous coupez les excuses avant qu'elles ne prennent forme. C'est pourquoi les petites actions instantanées comptent plus que les grandes actions retardées. Quand vous décidez d'entraîner cette compétence, commencez par quelque chose de simple. Dès que votre réveil sonne, levez-vous. Pas après quelques minutes, pas après avoir vérifié votre téléphone, levez-vous immédiatement. C'est une petite action, mais elle construit une leçon forte. Je contrôle ma réponse. Faites de même quand vous vous souvenez d'une petite tâche. Faites-la sur le champ, même si elle ne prend que 30 secondes. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez le message que vous êtes une personne qui agit, pas une personne qui attend. La discipline ne concerne pas seulement les grands objectifs. Il s'agit de vous apprendre que vos actions suivent vos décisions. Si vous décidez de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous vous apprenez à douter de votre propre parole. Mais si vous décidez et agissez instantanément, vous vous apprenez la confiance. Cette confiance devient de l'assurance. L'assurance devient de la régularité. Et la régularité construit une vie disciplinée. Mais cela commence par de petites actions prises immédiatement. Vous pensez peut-être que les petites actions sont trop insignifiantes pour compter. Mais ce sont les graines du changement. Quand vous agissez instantanément sur une petite tâche, vous entraînez le même muscle mental qui vous aidera plus tard à agir instantanément sur des défis plus importants. Ramasser un livre aujourd'hui entraîne la même discipline qui vous aidera à démarrer une entreprise demain. Se lever dès que votre réveil sonne entraîne la même discipline qui vous aidera à rester fort sous la pression plus tard. Vous ne pouvez pas sauter les petites étapes. Elles sont le terrain d'entraînement pour les grandes. Si vous voulez vous tester, essayez cette règle.
Quand vous pensez à quelque chose de nécessaire, comptez à rebours à partir de 3 et puis faites-le. 3, 2, 1, bougez. Ne laissez pas la pensée s'installer longtemps. Cette règle simple supprime l'hésitation. Elle brise l'habitude d'attendre et vous force à construire un nouveau réflexe. Agir maintenant. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de compter. Votre corps bougera de lui-même. C'est ce que ressent une vraie discipline. Pas un effort forcé, mais un réflexe entraîné. Mais voici la vérité. Vous n'aurez pas toujours envie de bouger instantanément. Certains jours, la petite action semblera plus lourde qu'elle ne devrait. Certains jours, vous voudrez retarder. C'est là que l'entraînement entre en jeu. Vous ne construisez pas un mode de vie où tout semble facile. Vous construisez un esprit qui agit indépendamment des sentiments. Les sentiments changent. Un jour, vous vous sentez motivé. Le lendemain, non. Si votre vie dépend des sentiments, vous vivrez de façon inconstante. Mais si votre vie dépend d'une réponse entraînée, vous vivrez de façon disciplinée. Regardez toute personne qui a atteint une régularité dans son domaine. Elle n'attend pas l'inspiration chaque jour. Elle s'est entraînée à agir dès que la décision était prise. C'est pourquoi elle réussit. Elle ne le fait peut-être pas toujours parfaitement, mais elle le fait sans délai. Et la vérité est que la discipline ne concerne pas la perfection. Elle concerne la régularité de l'action dans le temps. Cette régularité est impossible sans réponse instantanée. Vous devez aussi comprendre qu'attendre fait plus que perdre du temps. Cela affaiblit votre respect de soi. Chaque fois que vous retardez, vous sentez le poids de la déception. Vous savez que vous auriez dû bouger, mais vous ne l'avez pas fait. Ce petit regret se transforme en frustration. Et la frustration, si elle est répétée assez longtemps, se transforme en doute de soi. C'est le cycle dangereux de l'hésitation. Mais quand vous agissez immédiatement, même sur quelque chose de petit, vous ressentez une fierté. Cette fierté alimente la motivation. Cette motivation rend la prochaine action plus facile. Et bientôt, votre vie est remplie d'élan au lieu de regret. La discipline n'est pas un cadeau. C'est un choix répété jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et la façon la plus puissante d'entraîner ce choix est l'action instantanée. Quand vous pensez à faire quelque chose de productif, bougez avant que les excuses n'arrivent. Quand vous sentez une résistance, avancez rapidement avant qu'elle ne grandisse. Chaque action instantanée est un rappel que vous êtes plus fort que l'hésitation. La beauté de cette approche est que tout le monde peut la commencer maintenant. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'équipement. Vous n'avez pas besoin de compétences spéciales. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté d'agir dès que la pensée apparaît. Cela est accessible à tous. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. La première fois, cela peut sembler inconfortable. La 10e fois, cela semble moins difficile. La 100e fois, cela semble automatique. C'est ainsi que vous transformez l'action instantanée en habitude. Pensez à ceci. Chaque personne a les mêmes 24 heures. Certaines construisent des vies disciplinées. D'autres gaspillent leur journée. La différence n'est pas le temps. La différence est la réponse. Certains agissent immédiatement. D'autres attendent. À quel groupe voulez-vous appartenir? La réponse réside dans ce que vous faites au moment où une décision entre dans votre esprit. Si vous voulez un avenir plus fort, arrêtez de donner du pouvoir à l'hésitation. Commencez à honorer vos pensées par une action immédiate. Quand vous sentez l'envie de faire quelque chose de bien pour vous-même, bougez. Quand vous savez qu'une tâche attend, traitez-la maintenant. Quand vous avez le choix entre retarder ou agir, choisissez d'agir. Ces choix peuvent sembler petits sur le moment, mais ils façonnent qui vous devenez. La vie disciplinée se construit dans ces moments exacts. Pas demain, pas un jour, maintenant, ici, dans la décision que vous prenez aujourd'hui. Prenez de petites actions immédiatement, et vous vous entraînerez à répondre instantanément. Cette réponse instantanée devient votre protection contre la paresse, la procrastination et le temps perdu. Elle devient l'outil qui vous aide à vivre avec concentration et force. Et elle devient le fondement d'une vie qui devient plus forte chaque jour. Quand vous décidez d'agir instantanément, vous vous dites que votre avenir compte plus que votre confort. Vous vous dites que les excuses ne dirigeront plus votre vie.
Vous vous dites que vous contrôlez. Ce message, répété dans de petites actions, changera tout. Alors, quand la prochaine décision entrera dans votre esprit, n'attendez pas, n'hésitez pas, ne négociez pas. Agissez, bougez, répondez. Car la vie que vous voulez attend, mais seulement pour la personne qui apprend à agir sans délai. Chapitre 3. Contrôlez vos pensées avant qu'elles ne contrôlent vos décisions. Les plus grandes batailles de la discipline ne se livrent pas à l'extérieur mais à l'intérieur de l'esprit humain. Chaque action que vous entreprenez commence d'abord par une pensée, et chaque décision que vous prenez est façonnée par la direction de votre réflexion. Si vous n'apprenez pas à contrôler ce qui se passe dans votre tête, alors votre vie sera toujours dirigée par des impulsions, des émotions et des distorsions. Mais quand vous prenez le contrôle de vos pensées, vous vous placez en position de faire des choix plus forts, plus clairs et plus sages. La discipline ne devient possible que quand vous comprenez à quel point votre pensée est puissante. La plupart des gens sous-estiment l'influence de leurs pensées sur leur vie. Ils croient que les actions sont séparées de la pensée. Mais en réalité, l'action n'est que l'extension de ce que vous autorisez à rester dans votre esprit. Pensez-y. La personne qui se répète sans cesse qu'elle ne s'améliorera jamais finit par arrêter d'essayer. La personne qui pense constamment qu'elle va échouer ne commence même pas. Les pensées ne sont pas inoffensives. Elles sont les graines de chaque décision. Et chaque décision construit votre avenir. C'est pourquoi contrôler vos pensées est le fondement le plus important de la discipline. Quand vous n'êtes pas conscient de ce que vous pensez, votre esprit devient un terrain de jeu pour la négativité. Une pensée négative emmène à une autre, et bientôt vous êtes rempli d'hésitation, de peur ou d'excuses. Vous vous dites que vous êtes trop fatigué, que vous n'êtes pas capable ou que cela ne vaut pas l'effort. Si vous laissez ces pensées s'installer dans votre esprit, elles façonneront vos actions. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais lentement, vous commencez à éviter ce qui est dur. Vous commencez à vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable. Et avec le temps, votre vie reflète la faiblesse de ces pensées. La bonne nouvelle est que vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez vous entraîner à filtrer vos pensées comme vous filtrez la nourriture que vous mangez. Vous ne mangez pas tout ce qui est placé devant vous sans réfléchir. Vous choisissez soigneusement parce que vous savez que cela affectera votre santé. De la même façon, vous ne pouvez pas permettre à chaque pensée de prendre racine. Vous devez choisir quelles pensées valent la peine d'être gardées et lesquelles doivent être remplacées. C'est une discipline en soi, la discipline de la gestion de la pensée. La première étape pour contrôler vos pensées est la prise de conscience. Trop de gens vivent en pilote automatique, sans jamais s'arrêter pour remarquer ce qu'ils pensent. Ils supposent que leurs pensées sont des faits, quand en réalité, la plupart des pensées sont simplement des opinions, des interprétations ou des échos d'expériences passées. Si vous voulez prendre le contrôle, vous devez apprendre à vous arrêter et à examiner. Demandez-vous, à quoi est-ce que je pense en ce moment ? Cette pensée me pousse-t-elle vers l'avant ou me retient-elle ? Cette pensée construit-elle la discipline ou la détruit-elle ? Le simple fait de poser ces questions vous donne le pouvoir de vous séparer de la pensée au lieu d'être contrôlé par elle. La deuxième étape est le remplacement. Vous ne pouvez pas simplement forcer une pensée à disparaître. L'esprit humain ne fonctionne pas dans un espace vide. Si vous voulez vous débarrasser d'une pensée destructrice, vous devez la remplacer par une constructive. Si votre esprit dit « je ne peux pas faire cela », remplacez-la par « je peux avoir des difficultés, mais je peux apprendre et m'améliorer ». Si votre esprit dit « je n'ai pas envie de commencer », remplacez-la par « je vais commencer maintenant parce que commencer crée de l'élan ». Le remplacement ne consiste pas à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de diriger votre esprit vers des pensées qui construisent la force plutôt que la faiblesse. Une autre étape importante est de limiter les entrées qui nourrissent les pensées négatives. Votre environnement façonne constamment votre façon de penser. Les nouvelles que vous consommez, les conversations que vous avez, les personnes avec lesquelles vous passez du temps, tout cela laisse une impression sur votre esprit. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent toujours, vous commencerez à penser en vous plaignant. Si vous remplissez votre journée de divertissement sans fin, vos pensées pencheront vers le confort au lieu de la croissance.
Contrôler vos pensées signifie aussi contrôler ce à quoi vous vous exposez quotidiennement. Si vous voulez de la discipline, vous devez créer un environnement qui nourrit votre esprit de clarté, de concentration et de direction. L'un des outils les plus forts pour contrôler vos pensées est la réflexion. Réservez du temps chaque jour pour examiner comment votre pensée a guidé vos choix. Demandez-vous, est-ce que mes pensées m'ont poussé vers mes objectifs ou m'en ont-elles éloigné aujourd'hui? Où ai-je laissé la négativité contrôler mes actions? Où ai-je gagné la bataille dans mon esprit? Cette habitude construit la conscience et vous permet de faire des corrections avant qu'une mauvaise pensée ne devienne une habitude. Plus vous réfléchissez souvent, plus vite vous attrapez les schémas nuisibles. Comprenez cette vérité. Vos sentiments suivent souvent vos pensées. Si votre pensée est indisciplinée, vos émotions seront instables. Vous vous sentirez découragé, dépassé ou anxieux, non pas à cause des circonstances, mais à cause de la façon dont vous y pensez. Mais quand vous contrôlez vos pensées, vos émotions deviennent plus stables. Vous vous sentez capable, fort et centré. Et quand vos émotions sont stables, vos décisions s'améliorent. C'est pourquoi contrôler vos pensées n'est pas seulement un exercice mental. Cela affecte directement votre énergie, votre concentration et votre capacité à aller jusqu'au bout. Vous devez aussi apprendre à contester les pensées irrationnelles. Souvent, votre esprit exagère la réalité. Il vous dira que la tâche est trop grande, que vous n'avez pas assez de temps, que l'échec est certain. Mais quand vous prenez du recul, vous réalisez que ce ne sont pas des faits, ce sont des peurs. La discipline grandit quand vous confrontez ces peurs avec la vérité. La tâche peut être grande, mais elle peut être divisée en étapes. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais vous pouvez commencer avec ce que vous avez. L'échec est possible, mais le succès aussi. Contester les pensées, c'est comment vous les empêchez de dicter votre comportement. Contrôler vos pensées ne signifie pas ignorer la difficulté. La vie présentera toujours des défis. Il s'agit de choisir comment vous répondez à ces défis dans votre esprit avant de répondre dans vos actions. La personne qui discipline ses pensées dit « C'est difficile, mais je peux le gérer, une étape à la fois ». La personne qui ne contrôle pas ses pensées dit « C'est difficile, donc je n'essaierai pas ». Même situation, pensée différente, résultat complètement différent. Si vous voulez rendre cela pratique, commencez par prêter attention aux petits moments. Remarquez ce que vous vous dites quand le réveil sonne. Remarquez ce que vous pensez quand vous faites face à une tâche difficile. Remarquez les pensées qui apparaissent quand vous vous sentez tenté de retarder. Puis commencez la pratique de les remplacer instantanément. Au lieu de 5 minutes de sommeil en plus, dites « Me lever maintenant me renforce ». Au lieu de « Je le ferai plus tard », dites « Le faire maintenant me garde discipliné ». Au lieu de « C'est trop », dites « Je vais faire la première étape ». C'est ainsi que vous rééduquez lentement votre esprit pour qu'il travaille pour vous et non contre vous. Avec le temps, à mesure que vous gagnez plus de batailles dans votre esprit, vous commencez à vous sentir plus fort. Vous vous faites plus confiance parce que vous savez que vos pensées ne vous contrôlent plus. Vous les contrôlez. Cette confiance construit une sorte de pouvoir tranquille. Vous ne vous sentez plus comme une victime de vos sentiments. Vous ne laissez plus chaque distraction vous éloigner. Vous vivez avec intention. C'est l'essence de la discipline, vivre par choix au lieu de par réaction. L'un des plus grands avantages du contrôle de vos pensées est qu'il vous donne la liberté. Les gens pensent souvent que la discipline est une restriction, mais c'est le contraire. Quand vos pensées sont claires et dirigées, vous êtes libre du chaos des impulsions et des doutes. Vous êtes libre de décider de vos propres actions au lieu d'être tiré par chaque sentiment. Cette liberté vous donne de la force, elle vous donne la paix et elle vous donne la capacité d'avancer régulièrement, même quand la vie est difficile. La différence entre ceux qui restent de bloqués et ceux qui grandissent est simple. Ceux qui restent de bloqués ne prennent jamais le contrôle de leurs pensées. Ils laissent leurs pensées sauvages les mener à de mauvaises décisions, du temps perdu et des regrets. Ceux qui grandissent apprennent à maîtriser le dialogue intérieur. Ils choisissent des pensées qui les servent. Ils remplacent la faiblesse par la force.
et à cause de cela, leurs actions suivent un chemin plus élevé. À partir de ce moment, faites de la prise de conscience de votre pensée votre mission. Traitez chaque pensée comme un visiteur frappant à la porte de votre esprit. Certains visiteurs, vous les accueillez parce qu'ils apportent de la valeur. D'autres, vous les renvoyez parce qu'ils apportent du tort. Le pouvoir de décider qui reste et qui part est le vôtre. Quand vous exercez ce pouvoir quotidiennement, la discipline devient non seulement une action, mais un mode de vie. N'attendez pas que vos pensées vous entraînent dans de mauvaises décisions. Prenez le contrôle dès le premier moment. Dirigez votre esprit avant qu'il ne vous dirige. Remplacez la faiblesse par la force, le doute par la détermination, l'hésitation par l'action. C'est ainsi que vous prenez possession de votre vie. Et c'est ainsi que vous construisez la discipline qui vous mènera à chaque objectif que vous vous fixerez. Chapitre 4. Forcez la répétition jusqu'à ce que votre cerveau accepte le nouveau comportement. Le comportement humain est construit sur des schémas. Ce que vous faites de manière répétée devient plus facile à refaire. Le cerveau est conçu pour s'adapter et il se moque que ce que vous répétez soit utile ou destructeur. Si vous répétez la procrastination, elle devient naturelle. Si vous répétez des excuses, elles deviennent automatiques. Si vous répétez la force, cela devient automatique aussi. La façon dont vous recablez votre cerveau pour la discipline est la répétition délibérée. Vous forcez à refaire le comportement encore et encore, jusqu'à ce qu'il semble normal. Au début, cela semble inconfortable, même contre nature. Mais la répétition change ce que votre cerveau accepte comme familier. Pensez à la première fois où vous avez essayé de faire quelque chose de difficile. Cela semblait lourd, maladroit ou épuisant. Peut-être était-ce faire de l'exercice, se lever plus tôt que d'habitude, ou parler devant les autres. La première fois est toujours la plus dure. Mais remarquez ce qui se passe après avoir répété. La difficulté commence à s'estomper. La tâche semble moins étrangère, et finalement, elle devient une partie régulière de votre vie. Ce changement ne s'est pas produit parce que la tâche a changé. Il s'est produit parce que votre cerveau s'est ajusté à la répétition. Ce qui était inhabituel est devenu routine. Le problème pour la plupart des gens est qu'ils abandonnent avant que cet ajustement n'ait lieu. Ils commencent un nouveau comportement, mais quand cela semble inconfortable, ils se disent que ce n'est pas pour eux. Ils s'attendent à ce que la discipline semble naturelle immédiatement. Mais rien ne semble naturel au début. Marcher semblait impossible autrefois. Lire semblait accablant. Conduire semblait terrifiant. Vous avez surmonté ces choses seulement parce que vous avez forcé la répétition jusqu'à ce que votre cerveau les accepte. Le même principe s'applique à chaque habitude que vous voulez construire. La discipline grandit quand vous dépassez le stade de l'inconfort et continuez à répéter. C'est le test. Le cerveau est têtu. Il préfère les anciens schémas. Il veut vous garder dans ce qui semble sûr. Quand vous introduisez un nouveau comportement, il résiste. Cette résistance n'est pas un signal d'abandon. C'est un signal que votre cerveau s'ajuste. Si vous continuez à répéter, vous brisez la résistance. Mais si vous arrêtez, vous entraînez votre cerveau à résister encore plus la prochaine fois. C'est pourquoi forcer la répétition n'est pas optionnel. C'est nécessaire. La clé pour que la répétition fonctionne est la régularité, pas l'intensité. Faire un effort massif, puis s'arrêter, ne recable rien. Faire quelque chose de petit chaque jour, si. Si vous voulez construire l'habitude de lire 2 pages chaque jour est plus puissant que lire 100 pages une fois par mois. Si vous voulez faire de l'exercice, bouger votre corps quotidiennement est plus efficace que de s'entraîner dur une fois puis de se reposer pendant des semaines. Le cerveau apprend par le rythme, par l'acte quotidien de répéter, pas par des bouffées d'efforts aléatoires. Vous devez aussi supprimer l'attente d'un changement instantané. Trop de gens veulent des résultats rapides. Ils veulent que leur cerveau accepte un nouveau comportement après 1 ou 2 tentatives. Quand cela n'arrive pas, ils abandonnent. Mais votre cerveau ne change pas sur demande. Il change avec la répétition. Cela signifie que vous devez vous forcer à traverser le stade où cela semble contre nature,
le stade où cela semble inconfortable, jusqu'à ce que vous franchissiez le stade où cela semble automatique. Si vous pouvez survivre au stade intermédiaire, vous réussirez. C'est là que la discipline devient réelle. Faire l'action même quand vous ne voyez pas encore de résultat. Imaginez planter une graine et la déterrer chaque jour pour vérifier si elle pousse. Elle ne prendra jamais racine. Le comportement fonctionne de la même façon. Si vous arrêtez de répéter trop tôt, l'habitude n'a jamais le temps de se former. Mais si vous lui donnez assez de répétitions régulières, les racines poussent profondément et bientôt le comportement vous appartient. Vous n'avez plus à y penser. Cela fait partie de votre identité. La répétition a aussi un autre effet puissant. Elle construit des preuves pour votre esprit. Chaque fois que vous répétez une action disciplinée, vous vous montrez la preuve que vous pouvez le faire. Une pompe prouve que vous êtes capable de bouger. Un jour d'écriture prouve que vous êtes capable de produire. Un jour de contrôle de votre emploi du temps prouve que vous pouvez diriger votre temps. Chaque répétition est une preuve qui affaiblit le doute et renforce la croyance. Finalement, la croyance devient si forte que le comportement n'est plus forcé. C'est qui vous êtes. Il y aura des moments où vous vous sentirez fatigué de répéter. C'est naturel. Mais ce sont exactement les moments où le changement se produit le plus. La répétition creuse des sillons dans votre cerveau et chaque fois que vous continuez malgré l'ennui ou la fatigue, vous rendez ces sillons plus profonds. Plus le sillon est profond, plus il devient facile de répéter à nouveau. Abandonner à ce stade efface vos progrès. Mais persévérer les solidifie. C'est pourquoi la persévérance est plus importante que la motivation. La motivation va et vient. La persévérance vient de la répétition. Et la répétition crée la discipline. Une façon pratique de faire fonctionner la répétition est de l'attacher à quelque chose que vous faites déjà. Si vous voulez construire l'habitude de la gratitude, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant juste après vous être brossé les dents. Si vous voulez construire l'habitude de faire de l'exercice, faites quelques pompes après avoir versé votre verre d'eau du matin. Lier un nouveau comportement à un existant crée un déclencheur naturel pour la répétition. Plus vous liez, plus il devient facile de répéter sans oublier. Vous devez aussi célébrer l'achèvement de la répétition, pas seulement le résultat. Beaucoup de gens ne se récompensent qu'après de grands résultats. Mais la vérité est que répéter l'action elle-même est la vraie victoire. Chaque répétition est une victoire. Quand vous le reconnaissez, vous renforcez le comportement et votre cerveau devient plus disposé à le répéter à nouveau. C'est ainsi que vous rendez la répétition durable. Un autre défi de la répétition est la monotonie. Faire la même chose chaque jour peut sembler ennuyeux, mais l'ennui fait partie de l'entraînement. Votre cerveau aspire à la nouveauté, mais la nouveauté ne construit pas la discipline. La répétition, si. Vous devez être prêt à endurer les jours ordinaires, les jours où cela semble sans événement, parce que ces jours sont ceux qui vous changent. Quand vous apprenez à rester constant sans avoir besoin d'excitation, vous vous prouvez que vous êtes sérieux. Ce sérieux est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Pensez à comment la répétition a façonné votre vie actuelle. La façon dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous réagissez au stress, tout cela vient de la répétition. Vous l'avez fait assez de fois jusqu'à ce que cela devienne automatique. Si la répétition a façonné vos anciennes habitudes, elle peut en façonner de nouvelles aussi. La question n'est pas de savoir si la répétition fonctionne. Elle fonctionne toujours. La question est de savoir si vous êtes prêt à la forcer assez longtemps pour que votre cerveau l'accepte. La partie la plus puissante de la répétition est quand elle passe de quelque chose que vous faites à quelque chose que vous êtes. Au début, vous dites « J'essaie d'être discipliné ». Après assez de répétitions, vous dites « Je suis discipliné ». Ce changement n'est pas dans les mots. Il est dans l'identité. Vous n'avez plus à vous rappeler chaque jour. Vous vivez simplement cela. Mais la seule façon d'atteindre ce stade est la répétition forcée et constante. Si vous voulez vous tester, choisissez un petit comportement et engagez-vous à le répéter quotidiennement pendant les 30 prochains jours. Ne manquez pas un seul jour. Cela pourrait être écrire un paragraphe, boire plus d'eau ou éteindre votre téléphone avant de vous coucher.
Forcez-vous à travers l'inconfort, l'ennui, la résistance. Observez ce qui se passe. À la fin des 30 jours, votre cerveau commencera à l'accepter comme normal. Prolongez à 60 jours, et il devient plus dur de ne pas le faire que de le faire. C'est le pouvoir de la répétition. Vous changez le défaut de votre cerveau. La raison pour laquelle la plupart des gens ne changent jamais n'est pas qu'ils manquent de capacité, mais qu'ils manquent de patience avec la répétition. Ils sous-estiment le temps que prend l'adaptation du cerveau. Ils veulent des raccourcis. Mais la vérité est que la répétition est le raccourci. Elle semble lente, mais c'est le chemin le plus rapide vers le changement. Car une fois que votre cerveau accepte un nouveau comportement, vous ne vous battez plus contre vous-même. Vous avancez naturellement, sans lutte constante. C'est la vraie liberté. La discipline n'est pas un mystère. C'est simplement le résultat d'une répétition forcée jusqu'à ce que votre cerveau se rende au nouveau schéma. Au début, vous portez l'habitude, puis l'habitude vous porte. Et quand cela arrive, vous ne dépendez plus de la volonté chaque jour. Vous dépendez de qui vous êtes devenu. Cette transformation est accessible à toute personne prête à répéter assez longtemps. Alors, n'abandonnez pas au stade où cela semble contre nature. N'abandonnez pas quand cela semble ennuyeux. Ne vous arrêtez pas quand les résultats ne sont pas immédiats. Continuez à répéter. Forcez le comportement encore et encore jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre identité. C'est ainsi que la discipline est créée. C'est ainsi que les vies sont changées. Et c'est le chemin qui attend quiconque choisit de répéter jusqu'à ce que le cerveau accepte la nouvelle façon de vivre. Chapitre 5. Remplacez le dialogue intérieur négatif par une autodirection stricte. La façon dont vous vous parlez est l'influence la plus puissante sur votre discipline. Chaque mot que vous répétez dans votre esprit vous renforce ou vous affaiblit. Si la voix en vous est pleine de doutes, d'excuses et de peur, alors vos actions suivront ce schéma. Vous ne pouvez pas vivre une vie disciplinée si vous laissez le dialogue intérieur négatif contrôler vos décisions. La discipline commence par apprendre à remplacer le langage destructeur dans votre tête par une autodirection stricte. Vous devez vous parler comme un leader qui donne des ordres, pas comme un critique qui vous démolit. Le dialogue intérieur négatif arrive souvent silencieusement. Il vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il vous rappelle les échecs passés. Il chuchote que l'effort est trop important. La plupart des gens permettent à ces pensées de devenir des compagnons permanents, sans réaliser qu'à chaque fois qu'ils sont d'accord avec elles, ils façonnent leur avenir. Si vous continuez à vous dire que vous êtes faible, vous vivrez faible. Si vous continuez à vous dire que vous ne pouvez pas changer, vous ne changerez pas. L'esprit suit les mots qu'il entend le plus souvent, surtout quand ces mots viennent de votre propre bouche. L'autodirection stricte est l'antidote. C'est la décision de prendre le contrôle total de votre dialogue intérieur. Au lieu de permettre à vos pensées de dériver sans but, vous leur donnez des ordres. Au lieu de vous dire que vous ne pouvez pas, vous vous dirigez vers l'action. Au lieu d'entretenir le doute, vous énoncez clairement ce qui doit être fait. L'autodirection stricte ne consiste pas à prétendre que tout est facile. Il s'agit de refuser d'autoriser la faiblesse dans votre langage. Vos mots doivent refléter les normes par lesquelles vous voulez vivre. La raison pour laquelle l'autodirection stricte fonctionne est que le cerveau humain répond à la clarté. Des pensées vagues créent de l'hésitation. Des commandes claires créent de l'action. Si vous vous dites « peut-être que je devrais faire cela », votre corps hésite. Si vous vous dites « je dois le faire maintenant », votre corps suit. Le ton que vous utilisez avec vous-même compte. Parlez d'une voix autoritaire, pas interrogative. La discipline prospère avec la direction, et vous êtes responsable de donner cette direction. Quand vous remarquez un dialogue intérieur négatif, la première étape est la reconnaissance. Trop de gens vivent inconscients du langage destructeur dans leur esprit. Ils répètent les mêmes phrases quotidiennement. « Je suis trop fatigué. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne réussirai jamais. » Ces phrases deviennent si courantes qu'elles semblent normales. Mais une fois que vous apprenez à les remarquer, vous réalisez qu'elles ne sont pas inoffensives. Elles façonnent votre discipline. La reconnaissance vous permet d'interrompre le cycle. Quand vous vous surprenez à dire quelque chose de faible, vous l'arrêtez.
vous refusez de l'entretenir davantage. La deuxième étape est le remplacement immédiat. Ne laissez pas l'espace vide, car le discours négatif essaiera toujours de revenir. Remplacez-le par une direction stricte. Si vous dites « je ne peux pas faire cela », remplacez par « je vais terminer une étape maintenant ». Si vous dites « je me sens trop paresseux », remplacez par « je vais me lever et bouger immédiatement ». Le remplacement transforme l'énergie destructrice en action constructive. Avec le temps, votre cerveau commence à accepter les nouvelles commandes comme standard. Une autre clé pour remplacer le discours négatif est la précision. Ne vous donnez pas d'encouragement vague. Ne dites pas simplement « je peux le faire ». C'est trop large. Au lieu de cela, donnez-vous une direction exacte. Écris une page maintenant. Éteins le téléphone et concentre-toi. Commence à marcher pendant 10 minutes. La précision élimine la place aux excuses. Le discours négatif prospère dans le vague. La direction stricte le tue avec la clarté. Vous devez aussi comprendre que l'autodirection stricte exige de la fermeté. Vous ne pouvez pas vous donner des ordres mous et attendre des résultats forts. Quand votre esprit dit « je n'en ai pas envie », vous devez répondre avec autorité. Fais-le maintenant. Ce ton compte. Vous ne négociez pas avec vous-même, vous vous dirigez. Tout comme un coach dirige un athlète avec des mots fermes, vous devez vous diriger avec la même sérieux. Si vous traitez vos propres mots à la légère, vos actions seront légères. Si vous les traitez avec sérieux, vos actions suivront avec force. L'autodiscipline grandit à mesure que vous renforcez ce dialogue intérieur. Au début, vous pouvez sentir une résistance. La voix négative peut riposter. Elle vous disputera, vous rappelant chaque échec passé. Mais plus souvent vous la remplacez, plus elle devient faible. La voix de la direction stricte devient plus forte. Et bientôt, elle devient dominante. Vous commencez à faire confiance à vos propres mots parce qu'ils ne portent plus d'excuses. Ils portent de l'autorité. Cette confiance construit l'assurance. Il est aussi important de réaliser que le dialogue intérieur négatif n'a pas toujours l'air dur. Il vous dit que vous méritez de vous reposer quand vous n'avez pas encore travaillé. Il vous dit que prendre ça facile aujourd'hui ne fera pas de mal. Il vous dit que demain sera un meilleur jour pour commencer. Ces pensées semblent réconfortantes, mais elles sont dangereuses. Ce sont des pièges qui vous gardent faible. L'autodirection stricte traverse ces faux réconforts avec clarté. Elle dit « le repos se mérite », il ne se donne pas. Fais le travail d'abord. Elle dit « demain ne sera pas meilleur à moins que tu n'agisses aujourd'hui ». C'est ainsi que vous vous protégez de la tromperie du confort. Votre environnement influencera aussi votre dialogue intérieur. Si vous passez du temps avec des gens qui se plaignent constamment ou abaissent leurs standards, leur langage résonnera dans votre tête. Vous vous surprendrez à répéter leur négativité même en leur absence. C'est pourquoi vous devez faire attention aux voix que vous autorisez autour de vous. Entourez-vous de personnes qui parlent avec clarté, force et direction. Leur langage influencera le vôtre et votre dialogue intérieur s'élèvera pour correspondre. Un exercice pratique pour remplacer le dialogue intérieur négatif est d'écrire les excuses les plus courantes que vous vous donnez. Regardez-les clairement. Puis, à côté de chacune, écrivez la direction stricte qui devrait la remplacer. Par exemple, « Je suis trop fatigué » devient « Je vais commencer pendant 5 minutes, peu importe mon énergie. Je ne réussirai jamais » devient « Je vais pratiquer quotidiennement jusqu'à ce que je m'améliore ». Lisez ces directions strictes souvent jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Chaque fois que l'ancienne excuse apparaît, vous avez déjà la nouvelle commande prête. L'autodirection stricte ne consiste pas à être méchant avec vous-même. Il s'agit d'être honnête et ferme. Le discours négatif vous affaiblit parce qu'il supprime l'honnêteté. Il exagère vos limites et cache votre force. La direction stricte vous donne la vérité. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais vous êtes capable d'action. Vous ne voyez peut-être pas encore de résultats, mais la répétition les apportera. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise, mais vous êtes assez fort pour continuer. Cette honnêteté peut sembler plus dure à entendre, mais elle construit le fondement de la discipline. Le but ultime est de créer une voix en vous, à laquelle vous faites entièrement confiance. Une voix qui ne donne pas d'excuses, ne perd pas de temps,
n'abaisse pas les standards. Une voix qui donne une direction claire et ferme et attend l'obéissance. Quand vous construisez cette voie, vous n'avez plus à compter sur des bouffées de motivation temporaire. Vous n'avez plus à attendre l'inspiration. Vos propres mots vous poussent en avant chaque jour. C'est à ce moment que la discipline devient une partie naturelle de votre vie. Avec le temps, vous remarquerez le changement. Le discours négatif qui contrôlait vos décisions s'estompera. La direction stricte que vous pratiquez deviendra automatique. Vous vous réveillerez et vous vous entendrez dire « Lève-toi maintenant ». Vous ferez face à une tâche et vous vous entendrez dire « Commence immédiatement ». Vous sentirez une résistance et vous vous entendrez dire « Ne t'arrête pas jusqu'à ce que ce soit fini ». Ce dialogue intérieur vous guidera avec puissance. Ce sera comme avoir un leader fort en vous et ce leader vous poussera toujours vers la croissance. Chaque personne disciplinée que vous admirez a construit cette compétence. Elle n'a pas réduit au silence la négativité par accident. Elle l'a remplacée par une direction stricte quotidiennement jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Et vous pouvez faire de même. Cela demande de la conscience, du remplacement, de la précision et de la fermeté. Cela demande de la pratique quotidienne. Mais une fois que vous l'aurez construite, vous ne serez plus à la merci d'un dialogue intérieur destructeur. Vous vivrez avec clarté et votre discipline vous portera en avant, peu importe ce que vous ressentez. À partir d'aujourd'hui, décidez que votre dialogue intérieur vous servira, ne vous nuira pas. Arrêtez de donner de l'espace au dialogue intérieur négatif. Remplacez chaque faiblesse par un ordre. Parlez-vous comme un leader, pas comme une victime. Dirigez-vous fermement vers l'action et n'oubliez jamais, les mots que vous vous répétez chaque jour façonnent la discipline qui définit votre avenir. Chapitre 6. Utilisez la pression pour agir quand le confort vous retient. Le confort est l'un des plus grands ennemis de la discipline. Il semble sûr. Il semble agréable. Il semble familier. Mais si vous y cédez trop souvent, il vous éloigne lentement du progrès. Le confort chuchote que vous pouvez y aller doucement, que vous pouvez retarder la tâche difficile, que vous pouvez vous détendre un peu plus longtemps. Au début, cela semble inoffensif, mais avec le temps, le confort affaiblit votre motivation et abaisse vos standards. La seule façon de briser son emprise est d'utiliser la pression pour créer des conditions qui exigent l'action quand votre corps et votre esprit préféreraient rester inactifs. Sans pression, le confort gagnera toujours. Avec pression, vous vous forcez à vous élever au-dessus. La pression n'est pas votre ennemi. En fait, la pression est souvent l'outil qui fait ressortir votre meilleur. Pensez au délai. Combien de fois avez-vous retardé jusqu'au dernier moment, puis soudainement produit plus en quelques heures qu'en des semaines? Ce n'est pas parce que vous manquiez de capacité plus tôt. C'est parce que la pression vous a forcé à agir. Le problème est que la plupart des gens attendent la pression externe, les délais, les urgences ou les conséquences avant de bouger. La discipline grandit quand vous apprenez à vous appliquer une pression avant que la vie ne le fasse pour vous. La vérité est que le confort n'a aucune urgence. Il vous convainc que demain est aussi bon qu'aujourd'hui. Il vous convainc que rien de terrible n'arrivera si vous retardez. C'est ainsi qu'il vous garde bloqué. La pression crée de l'urgence. La pression vous dit que le moment est maintenant, pas plus tard. Quand vous utilisez la pression correctement, vous ne laissez aucune place au confort pour vous ralentir. Vous créez un système où l'action n'est pas optionnelle, où le mouvement est le seul choix. Une façon de créer de la pression est la responsabilisation. Quand vous parlez de votre engagement à quelqu'un, quand vous rendez vos objectifs visibles, vous introduisez un poids qui vous pousse en avant. Si vous vous promettez de faire de l'exercice mais ne le dites à personne, le confort peut vous en dissuader. Mais si vous le dites à un ami, si vous le partagez publiquement, vous sentez la pression de tenir parole. Cette pression supprime l'option de retomber dans le confort. Elle vous donne une raison supplémentaire d'agir. Une autre façon de créer de la pression est les délais. Un objectif sans délai n'est qu'un vœu. Si vous dites que vous ferez quelque chose un jour, le confort étirera ce jour en mois ou en années. Mais si vous vous donnez une date ferme, vous créez une pression qui exige de la concentration. Mieux encore, raccourcissez vos délais.
Défiez-vous d'agir plutôt que ce qui semble confortable. Cette urgence vous force à couper les distractions et à prioriser ce qui compte le plus. Sans délai, le confort étirera toujours votre calendrier. Avec des délais, vous compressez le temps et accélérez la croissance. Vous pouvez aussi utiliser la pression financière pour renforcer la discipline. Investissez dans quelque chose qui vous oblige à vous engager. Payez le cours, achetez l'équipement, mettez de l'argent en jeu. Quand vous investissez, vous créez une pression pour utiliser ce que vous avez payé. Beaucoup de gens gaspillent des opportunités parce qu'ils n'attachent jamais de valeur à leur engagement. Quand il n'y a rien à perdre, le confort prend le dessus. Quand vous avez quelque chose en jeu, vous êtes beaucoup moins susceptible de retarder. La pression vient aussi de l'élévation de vos standards. Quand vous acceptez la médiocrité, le confort gagne facilement. Mais quand vous élevez la barre, quand vous exigez plus de vous-même, vous introduisez la pression de performer à un niveau supérieur. Cette pression ne concerne pas la perfection. Elle concerne le refus de se contenter de moins. Elle concerne le refus de laisser le confort dicter votre effort. Des standards élevés créent le genre de pression qui vous pousse à agir avec sérieux même quand vous n'en avez pas envie. Une autre façon puissante d'utiliser la pression est de visualiser le coût du confort. Demandez-vous, à quoi ressemblera ma vie si je continue à choisir la facilité plutôt que l'effort? Imaginez le temps perdu, les opportunités perdues, les regrets qui s'accumulent sur des années. Cette vision crée une pression émotionnelle. Elle vous rappelle que chaque choix a une conséquence. Quand vous voyez clairement ce que le confort vous volera, vous sentez l'urgence de bouger maintenant. Cette pression intérieure pousse à l'action plus fort que la motivation ne le pourrait jamais. La pression ne concerne pas le stress pour le stress. Il s'agit de construire des conditions où la discipline devient la réponse naturelle. Le confort essaiera toujours de vous ralentir, mais la pression crée une force plus forte que le confort. Elle vous dirige à agir avant d'être tenté de retarder. Elle vous dit qu'il n'y a pas de plus tard, seulement maintenant. Cette habitude de créer de la pression construit la résilience. Elle entraîne votre esprit à agir, même quand le confort tire fort. Vous devez aussi apprendre à utiliser la pression dans les moments de faiblesse. Quand vous vous sentez dériver vers le confort, arrêtez et donnez-vous un ordre strict. Parlez avec autorité. Fais-le maintenant. Aucun retard. La fermeté de ces mots crée une pression instantanée. Elle ne laisse aucun espace à la négociation. Cette pression vous pousse en avant au moment où vous êtes le plus vulnérable au confort. Sans cette fermeté, vous retombez dans le retard. Avec elle, vous construisez un record de victoire contre le confort. Une forme de pression souvent négligée est la responsabilité. Quand les autres dépendent de vous, vous ne pouvez pas vous permettre de choisir le confort. La responsabilité vous force à vous élever. Pensez aux parents qui se sacrifient pour leurs enfants, aux travailleurs qui traversent l'épuisement pour subvenir, aux leaders qui portent le poids de leur équipe. Ils agissent non pas parce qu'ils sont toujours motivés, mais parce que la responsabilité crée une pression qui ne laisse aucune place à la paresse. Vous pouvez utiliser ce principe dans votre propre vie en prenant des engagements qui exigent votre discipline. Quand quelqu'un d'autre compte sur vous, le confort devient une option plus faible. Il est important de comprendre que le confort ne disparaîtra jamais. Il vous invitera toujours à vous reposer plus longtemps, à vous détendre plus tôt, à attendre un peu plus. Vous ne pouvez pas éliminer cette attraction, mais vous pouvez la surpasser avec de la pression. Le confort est doux. La pression est ferme. Le confort chuchote. La pression exige. Celui que vous choisissez d'écouter détermine la direction de votre vie. Si vous voulez vous tester, mettez une pression délibérée dans votre journée. Donnez-vous des délais stricts. Supprimez les options faciles. Annoncez vos engagements aux autres. Placez-vous dans des environnements où les excuses ne sont pas possibles. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez le muscle de la discipline. Vous vous entraînez à agir sous pression au lieu de rétrécir. Avec le temps, la pression cesse de sembler stressante. Elle semble structurelle. Elle semble être le système qui vous garde fort quand le confort essaie de vous affaiblir. Souvenez-vous, certaines de vos plus grandes réalisations viendront quand vous vous placez dans des conditions
qui ne laissent aucun choix sauf l'action. Le confort ne peut pas exister là où la pression est présente. Si vous comptez sur le confort, votre vie rétrécira. Si vous comptez sur la pression, votre vie s'expansera. Vous deviendrez plus fort, plus fiable et plus discipliné avec chaque décision. À partir de ce moment, arrêtez d'attendre que des forces externes vous pressent. Créez cette pression vous-même. Décidez de délais stricts. Annoncez vos engagements. Attachez de la valeur à votre action. Exigez plus de vous-même que ce que vous acceptez actuellement. Utilisez la responsabilité pour vous rendre responsable. Rappelez-vous le coût de rester confortable. Chacun de ces éléments crée une pression qui force l'action. Et quand le confort vous rappelle, quand il vous dit de retarder, quand il vous tente avec la facilité, répondez avec pression. Dites-vous fermement que l'action est requise maintenant. Bougez sans hésitation. Choisissez le progrès plutôt que la facilité. Cette décision répétée construit la vie disciplinée que vous voulez. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque fois que vous utilisez la pression pour vaincre le confort, vous vous prouvez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Chapitre 7. Construisez la force mentale en choisissant l'effort plutôt que le soulagement. La force mentale est la capacité de continuer à avancer quand chaque partie de vous veut s'arrêter. C'est la force de rester avec l'effort au lieu de s'échapper vers le confort. La vie vous présente constamment deux choix, choisir l'effort et devenir plus fort, ou choisir le soulagement et rester faible. La route facile vous tente chaque jour, mais si vous la prenez toujours, vous ne connaîtrez jamais votre vraie capacité. La vie disciplinée appartient à ceux qui s'entraînent à choisir l'effort constamment, même quand le soulagement semble plus attrayant. Vous devez comprendre que la force ne se construit pas dans le confort. Elle est créée dans les moments où l'effort semble lourd, où la résistance semble insupportable, où vous préféreriez vous échapper. C'est exactement le moment où vous pouvez soit abandonner, soit persévérer. Si vous abandonnez, vous vous apprenez que le soulagement est plus important que le progrès. Si vous persévérez, vous vous apprenez que l'effort vous définit. Avec le temps, ces choix façonnent votre identité. Vous devenez soit la personne qui cède au soulagement, soit la personne qui prospère sous l'effort. La plupart des gens sous-estiment la fréquence à laquelle ils choisissent le soulagement sans s'en rendre compte. Ils se tournent vers la nourriture quand ils sont stressés au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Ils vérifient leur téléphone pour éviter de faire face à la tâche difficile. Ils s'arrêtent avant de finir ce qu'ils ont commencé parce que l'effort est inconfortable. Chacun de ces moments semble petit, mais ils s'accumulent en un schéma. Ce schéma construit soit la faiblesse, soit la force. L'esprit s'adapte à celui que vous nourrissez. Choisir l'effort signifie que vous refusez de fuir l'inconfort. Vous acceptez que la croissance exige de la douleur. Vous acceptez que la force exige du sacrifice. Vous acceptez que le progrès ne semblera jamais facile. Mais voici la vérité. L'inconfort de l'effort est temporaire, tandis que la faiblesse qui vient de la poursuite du soulagement dure beaucoup plus longtemps. Quand vous vous poussez à terminer le travail, la douleur s'estompe et la récompense reste. Quand vous cédez au soulagement, le confort s'estompe et le regret reste. La force mentale consiste à s'entraîner à vivre pour la récompense à long terme, pas pour l'évasion à court terme. La discipline exige que vous reconnaissiez les pièges du soulagement. Le soulagement se présente toujours comme inoffensif. Il dit que vous le méritez. Il dit que vous vous reposerez seulement un court moment. Il dit que le problème peut attendre. Mais une fois que vous l'acceptez, le soulagement se multiplie. Une courte pause se transforme en heure perdue. Un jour sauté se transforme en semaine de négligence. Le danger n'est pas dans le choix unique, il est dans le schéma qui suit. Chaque fois que vous permettez au soulagement de vous contrôler, vous affaiblissez votre capacité à choisir l'effort la prochaine fois. C'est pourquoi vous devez être impitoyable dans le rejet du faux soulagement. Construire la force mentale commence par de petits actes d'effort. Vous n'avez pas besoin de commencer par le défi le plus dur. Commencez par quelque chose de simple comme terminer votre entraînement sans le raccourcir, compléter votre tâche avant de vérifier votre téléphone, ou rester concentré pendant un temps fixe sans distraction. Chacune de ces petites victoires renforce votre tolérance à l'effort.
Elles envoient dans le message à votre esprit que vous pouvez endurer l'inconfort. Plus vous les répétez, plus votre force devient forte. À mesure que vous devenez plus fort, vous pouvez commencer à chercher délibérément l'effort. Choisissez de marcher au lieu de prendre l'ascenseur. Choisissez de rester avec le problème au lieu d'abandonner quand cela devient dur. Choisissez de finir ce que vous avez commencé même quand vous voulez le laisser incomplet. Chacun de ces choix construit votre résilience. La force mentale n'est pas un don avec lequel vous êtes né. C'est une habitude que vous créez en choisissant constamment l'effort plutôt que le soulagement. Une autre partie essentielle de la force est le respect de soi. Quand vous choisissez l'effort, vous vous prouvez que vous pouvez être digne de confiance pour finir. Cette confiance construit la fierté, et la fierté alimente l'assurance. Mais quand vous choisissez le soulagement, vous perdez le respect de vous-même. Vous pouvez apprécier le confort sur le moment, mais plus tard, vous vous sentez déçu. Cette déception affaiblit l'assurance. Vous commencez à douter de votre propre capacité à aller jusqu'au bout. La seule façon d'inverser cela est de reconstruire la confiance par l'effort. Chaque fois que vous dépassez le confort, vous regagnez votre respect. La force mentale exige aussi de la patience. Le soulagement semble toujours attrayant parce qu'il offre un confort immédiat. L'effort demande du temps avant que les résultats n'apparaissent. Vous pouvez travailler pendant des semaines ou des mois avant de voir un changement significatif. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils ne peuvent pas gérer l'écart entre l'effort et la récompense. Mais la personne disciplinée accepte que la patience fasse partie du processus. Elle comprend que chaque jour d'effort est une brique dans la fondation. Elle fait confiance que la récompense viendra si elle continue à empiler ses briques. Cette confiance lui permet de continuer à choisir l'effort même quand le soulagement appelle fort. Une façon pratique de construire la force est de vous fixer des règles que vous ne brisez pas. Par exemple, vous décidez que vous n'irez pas dormir avant d'avoir atteint votre objectif quotidien. Vous décidez que vous ne vous arrêterez pas à mi-chemin une fois que vous avez commencé. Ces règles agissent comme des ancres. Quand le soulagement vous tente, les règles vous rappellent la norme à laquelle vous vivez. Des règles personnelles strictes créent le genre de pression qui vous garde aligné avec l'effort. Sans elles, il est trop facile de dériver vers les excuses. Vous devez aussi vous rappeler que l'effort semble différent une fois que vous avez commencé. La partie la plus dure est le début. Les premières minutes à vous pousser semblent toujours plus lourdes que le reste. C'est là que la plupart des gens capitulent. Mais si vous vous forcez à passer ce début, le corps et l'esprit s'ajustent et l'effort devient gérable. La clé est de pousser à travers cette résistance initiale sans céder au soulagement. Si vous faites cela répétitivement, votre force grandit naturellement. La discipline grandit aussi quand vous arrêtez de voir l'effort comme une punition et commencez à le voir comme un entraînement. L'effort n'est pas une punition pour la faiblesse, c'est le chemin vers la force. Chaque tâche difficile est un entraînement pour votre esprit. Chaque moment inconfortable est une pratique pour la résilience. Quand vous adoptez cette perspective, vous ne ressentez plus de ressentiment envers l'effort. Vous l'embrassez comme l'outil qui vous rend inébranlable. Ce changement d'état d'esprit est critique. Les gens qui voient l'effort comme une punition le fuient. Les gens qui voient l'effort comme un entraînement l'accueillent. Le soulagement peut sembler bon un moment, mais il ne peut pas construire le caractère. Le caractère est construit seulement dans l'effort. Quand vous êtes fatigué mais continuez, vous grandissez. Quand vous avez peur mais agissez quand même, vous grandissez. Quand vous voulez abandonner mais restez jusqu'à ce que ce soit fini, vous grandissez. Ces moments définissent la force. Ils séparent les disciplinés des indisciplinés, les réalisateurs des moyens, et chaque personne y a accès. La différence est de savoir si vous choisissez l'effort ou le soulagement. Pour construire la force, vous devez aussi vous exposer délibérément à des défis. N'attendez pas toujours que la difficulté arrive d'elle-même. Créez-la. Réveillez-vous plus tôt que vous ne le voulez. Poussez-vous à travailler plus longtemps sur votre art. Tenez-vous à des standards plus élevés quand personne ne regarde. Choisir volontairement l'effort vous rend plus fort. Ainsi, quand la vie vous impose de l'effort, vous êtes déjà préparé. Plus vous vous entraînez sous l'effort auto-imposé, moins vous risquez de craquer quand la vraie pression arrive. Finalement, vous réaliserez que l'effort est ce qui donne un sens à la vie.
Le soulagement semble vide parce qu'il ne crée rien. Il est éphémère. Mais l'effort produit des résultats. L'effort construit des compétences. L'effort crée de l'assurance. L'effort laisse un héritage. Quand vous regarderez en arrière, vous ne serez pas fier des fois où vous vous êtes échappé dans le confort. Vous serez fier des fois où vous avez choisi l'effort et vous êtes prouvé que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez. Cette fierté restera avec vous bien plus longtemps qu'un soulagement temporaire. À partir d'aujourd'hui, commencez à remarquer vos choix quotidiens. Quand le confort vous tire vers le soulagement, arrêtez et demandez-vous « Quelle décision me rendra plus fort ? Quel choix me rendra fier plus tard ? Quel chemin construit ma discipline ?» La réponse sera presque toujours l'effort. Puis prenez la décision rapidement. Ne donnez pas au soulagement le temps de discuter. Prenez la route plus dure, et rappelez-vous que c'est ainsi que la force se construit. Au fil des semaines et des mois, vous remarquerez le changement. Les tâches qui semblaient accablantes sembleront plus faciles. Les défis qui vous brisaient sembleront gérables. Vous commencerez à vous porter avec une assurance tranquille, sachant que vous pouvez compter sur votre propre force. Cette transformation ne viendra pas de la lecture ou des souhaits. Elle viendra du choix répété de l'effort quand le soulagement appelait. C'est la loi de la force mentale. Chaque fois que vous choisissez l'effort plutôt que le soulagement, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez le soulagement plutôt que l'effort, vous devenez plus faible. La décision vous appartient. Et quand vous choisissez constamment l'effort, la discipline cesse d'être quelque chose pour lequel vous luttez et devient quelque chose que vous vivez naturellement. Chapitre 8. Combattez les impulsions en vous rappelant la douleur à long terme. Les impulsions sont des envies rapides et soudaines qui vous tirent vers le confort, la distraction ou le plaisir instantané. Elles apparaissent sans avertissement, et si vous leur obéissez, elles vous éloignent du chemin de la discipline. Vous sentez l'impulsion de sauter votre entraînement, de manger quelque chose de malsain, de retarder la tâche qui demande votre attention, ou d'abandonner avant de finir. Sur le moment, l'impulsion semble inoffensive, même justifiée. Mais la vérité est que les impulsions sont des pièges. Elles offrent un soulagement à court terme tout en créant une douleur à long terme. Si vous voulez forcer la discipline dans votre vie, vous devez vous entraîner à combattre ces envies en vous rappelant le coût d'y céder. Chaque choix porte une conséquence. Le problème est que les impulsions vous aveuglent sur l'effet à long terme. Elles vous convainquent de vous concentrer seulement sur maintenant. La nourriture sucrée semble bonne maintenant. L'entraînement sauté semble plus facile maintenant. Le travail retardé semble plus léger maintenant. Mais demain, vous vous sentez plus faible. Demain, vous vous sentez en retard. Demain, vous portez des regrets. Ce regret est la douleur que les impulsions ne vous montrent pas à l'avance. Le secret pour les surmonter est de faire une pause et de vous projeter dans le futur, d'imaginer clairement la douleur que la capitulation vous coûtera. Pensez aux fois où vous avez laissé une impulsion vous contrôler. Comment vous êtes-vous senti après? Le confort a-t-il duré ou s'est-il estompé rapidement, vous laissant avec de la culpabilité et de la déception? La vérité est que la récompense d'une impulsion ne dure jamais aussi longtemps que le regret. Ce regret persiste, il grandit, il pèse sur vous avec le temps. Quand vous vous rappelez cette vérité, vous commencez à voir les impulsions pour ce qu'elles sont, des voleurs à court terme qui vous volent votre force à long terme. La discipline consiste à entraîner votre esprit à regarder au-delà du moment présent. N'importe qui peut choisir ce qui semble bon maintenant, mais la personne disciplinée choisit en fonction de l'impact de demain. Cette capacité est ce qui sépare la croissance de la stagnation. Si vous poursuivez toujours les impulsions, vous vivrez dans des cycles de départ et d'arrêt, motivé un jour et vaincu le lendemain. Mais si vous combattez les impulsions avec le rappel de la douleur à long terme, vous commencez à briser le cycle. Vous gagnez le contrôle de vous-même. L'un des outils les plus forts que vous pouvez utiliser est la visualisation. Quand l'impulsion arrive, ne pensez pas seulement au confort qu'elle offre. Imaginez la douleur qui suit. Imaginez comment vous vous sentirez si vous cédez. Imaginez-vous regardant dans le miroir et ne voyant aucun progrès parce que vous avez encore sauté. Imaginez le stress du travail inachevé s'accumulant parce que vous avez encore retardé.
Imaginez les opportunités perdues parce que vous avez encore abandonné. Laissez ces images devenir claires. Ce rappel émotionnel de la douleur traversera le faux plaisir de l'impulsion. Vous devez aussi vous rappeler que les impulsions sont temporaires. Elles semblent fortes sur le moment, mais elles passent rapidement si vous résistez. Le problème est que la plupart des gens n'apprennent jamais à attendre qu'elles passent. Ils sentent l'envie et lui obéissent immédiatement. Mais si vous faites une pause, si vous vous rappelez la douleur à long terme et tenez bon, l'impulsion s'affaiblit. Chaque fois que vous résistez, vous gagnez plus de force. Chaque fois que vous ripostez, vous construisez plus de confiance. Et avec de la pratique, les impulsions perdent leur pouvoir sur vous. Combattre les impulsions, c'est aussi construire de la conscience. Vous devez apprendre à remarquer les situations qui les déclenchent. Peut-être quand vous êtes fatigué, peut-être quand vous êtes stressé, peut-être quand vous vous ennuyez. Si vous ne les identifiez pas, vous tomberez toujours dans le même piège. Une fois que vous les connaissez, vous pouvez vous préparer. Vous pouvez décider à l'avance comment vous répondrez. Quand l'envie apparaît, vous ne serez pas surpris. Vous aurez déjà l'arme de la vision à long terme prête. Il est aussi utile de remplacer l'impulsion par une action plus forte. Si vous sentez l'envie de sauter le travail, commencez par un petit morceau immédiatement. Si vous sentez l'envie de mal manger, buvez d'abord un verre d'eau. Si vous sentez l'envie de vérifier votre téléphone sans fin, faites une courte marche à la place. Le remplacement affaiblit l'impulsion en redirigeant l'énergie. Avec le temps, votre cerveau apprend que quand l'envie arrive, vous ne lui obéissez pas. Vous la transformez en quelque chose d'utile. Le coût de vivre par impulsion est lourd. Il ne vous détruira peut-être pas en un jour, mais il grignote votre force avec le temps. Un entraînement sauté n'est pas le problème, mais les impulsions répétées créent un corps que vous ne respectez plus. Une tâche retardée n'est pas le problème, mais les impulsions répétées créent une vie pleine d'opportunités manquées. Chaque personne qui vit avec des regrets aujourd'hui était autrefois quelqu'un qui cédait aux impulsions hier. C'est la réalité que vous devez vous rappeler quand l'envie apparaît. Si vous voulez une vie disciplinée, vous devez accepter que les impulsions ne disparaîtront jamais complètement. Elles viendront toujours. Le but n'est pas de les éliminer, mais de les contrôler. Vous gagnez en créant un écart entre l'envie et l'action. En faisant une pause assez longtemps pour vous rappeler la douleur que vous évitez. Cette pause est où votre pouvoir réside. Cette pause est où vous décidez de vivre dans le regret ou dans la discipline. La force mentale grandit chaque fois que vous tenez cette ligne. Au début, le combat semble épuisant, mais plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Bientôt, combattre les impulsions n'est pas une lutte à chaque fois. C'est les reconnaître et les rejeter rapidement. Vous gagnez un sentiment de maîtrise de vous-même. Vous commencez à vous sentir fier, pas seulement de ce que vous accomplissez, mais de ce à quoi vous ne cédez plus. Cette fierté devient du carburant pour une discipline encore plus grande. Une autre stratégie est de changer votre perspective de la douleur. La plupart des gens fuient la douleur, mais la discipline consiste à apprendre à y faire face. La douleur de l'effort est temporaire. La douleur du regret est permanente. Quand vous sentez une impulsion, demandez-vous quelle douleur vous choisissez. Si vous agissez sur l'impulsion, vous choisissez la douleur plus longue. Si vous résistez et faites face à l'inconfort maintenant, vous choisissez la douleur plus courte. La discipline consiste à choisir constamment la douleur qui vous sert, pas celle qui vous détruit. Cela aide aussi de vous rappeler le genre de vie que vous voulez vivre. Voulez-vous être quelqu'un qui obéit à chaque envie ou quelqu'un qui contrôle sa direction? Voulez-vous regarder en arrière sur votre vie avec fierté ou avec regret? Vos impulsions ne penseront jamais à cela. Elles ne se soucient que de maintenant. Mais vous devez vous soucier de plus tard. Vous devez vivre avec la grande image en tête. Cette vision est ce qui vous permet de résister à la tentation du soulagement sur le moment. Avec le temps, votre capacité à combattre les impulsions devient l'une de vos plus grandes forces. Vous commencez à vous faire entièrement confiance. Vous savez que quand l'envie vient, vous ne serez pas un esclave. Vous la reconnaîtrez, vous vous rappellerez la douleur qu'elle apporte et ferez le choix plus fort. Cette confiance vous donne la liberté. Elle vous donne la capacité de vous concentrer pleinement sur ce qui compte,
parce que vous n'êtes plus contrôlé par les envies. La discipline est l'art de prendre des décisions basées sur la vision à long terme, plutôt que sur le désir à court terme. Les impulsions essaieront toujours de vous aveugler à cette vision. Elles essaieront de vous traîner back dans le confort immédiat. Mais quand vous les combattez avec le rappel de la douleur à long terme, vous leur enlevez leur pouvoir. Vous créez de l'espace entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez. Cet espace est où la discipline vit. À partir de ce moment, engagez-vous à ne jamais agir aveuglément sur les impulsions. Quand l'envie apparaît, faites une pause. Quand la tentation appelle, pensez à la douleur qu'elle crée demain. Laissez cette pensée être plus lourde que le confort de maintenant. Puis agissez selon votre standard plus élevé, pas votre désir inférieur. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre discipline. Chaque fois que vous gagnez, vous prouvez que votre avenir compte plus que vos impulsions. La vie disciplinée n'est pas construite par des conditions parfaites ou une motivation sans fin. Elle est construite en gagnant les batailles de l'impulsion chaque jour. Elle est construite en choisissant l'effort plutôt que le regret, la vision plutôt que le confort, la discipline plutôt que la faiblesse. Et cela commence par une compétence puissante. La capacité de combattre les impulsions en se rappelant la douleur à long terme qu'elles créent. Ce rappel est le bouclier qui vous protège du regret et l'outil qui construit votre moi le plus fort. Chapitre 9. Dirigez votre énergie seulement vers les tâches qui comptent vraiment. Chaque personne se réveille chaque jour avec une réserve d'énergie limitée. Cette énergie peut être dirigée vers la construction d'une vie significative ou gaspillée dans des distractions qui ne mènent nulle part. La discipline ne consiste pas seulement à vous forcer à agir. Il s'agit de vous assurer que vos actions sont dirigées vers les tâches qui comptent vraiment. Sans cette concentration, vous pouvez travailler dur toute la journée et vous sentir toujours vide, parce que votre énergie est allée à des choses qui ne font aucune vraie différence. Une vie disciplinée n'est pas mesurée seulement par l'activité. Elle est mesurée par le progrès dans les domaines qui façonnent votre avenir. La raison pour laquelle tant de gens se sentent épuisés mais non remplis est qu'ils dispersent leur énergie sur trop de choses. Ils passent des heures à réagir aux messages, à scroller sans fin, à s'inquiéter d'opinions qui ne font pas avancer leur vie, ou à poursuivre des tâches triviales qui les font se sentir occupés mais pas productifs. À la fin de la journée, ils sont épuisés, mais rien d'important n'a été construit. C'est le piège de l'énergie non dirigée. Quand vous vivez ainsi assez longtemps, vous commencez à croire que l'effort lui-même est suffisant. Mais l'effort sans concentration est un effort gaspillé. La discipline qui change votre vie vient de dire non à l'insignifiant, et oui seulement à l'essentiel. La première étape pour diriger votre énergie sagement est la clarté. Vous devez savoir ce qui compte vraiment pour vous. Sans clarté, vous serez tiré dans every direction par les demandes, les tentations et les distractions. Demandez-vous, quelles sont les quelque choses dans ma vie qui créent les plus grands résultats? Quelles actions me rapprochent de la santé, de la croissance, de la stabilité ou de la liberté? Ces réponses ne seront pas les mêmes pour everyone, mais chaque personne doit les définir. Une fois que vous êtes clair, la discipline est d'aligner votre énergie seulement avec ses priorités. Il est facile de se laisser prendre dans le bruit de la vie quotidienne. Chaque notification, chaque invitation, chaque demande des autres tire votre attention. Si vous ne protégez pas votre concentration, le monde décidera pour vous où va votre énergie, et le monde vous dirigera rarement vers vos plus hautes priorités. C'est pourquoi vous devez être délibéré. Vous n'espérez pas simplement que votre énergie aille aux bons endroits. Vous devez décider à l'avance. Vous devez protéger votre concentration comme si c'était votre ressource la plus précieuse, parce que c'est le cas. L'une des stratégies les plus fortes est d'identifier vos 3 tâches principales chaque jour. Les tâches qui comptent vraiment et de vous engager à les compléter avant toute autre chose. Ce ne sont pas des courses ou du travail occupé. Ce sont les actions qui s'alignent avec vos objectifs à long terme. Quand vous donnez votre énergie à elles en premier, vous assurez que peu importe ce qui arrive d'autre, votre jour produit du progrès dans ce qui compte. Trop de gens remplissent leur matin avec de petites distractions et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont plus d'énergie pour le travail qui compte.
La discipline signifie renverser ce schéma, faire l'important d'abord et laisser le trivial pour plus tard, si jamais. Une autre façon de diriger votre énergie est de créer des limites. La discipline ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais ce que vous refusez de faire. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose de meaningless, vous dites non à quelque chose de meaningful. Si vous permettez constamment aux autres d'interrompre votre temps, si vous acceptez constamment des obligations qui ne servent pas vos objectifs, vous donnez votre énergie. La discipline exige la force de dire non fermement et sans culpabilité. Ce non protège votre énergie pour les tâches qui construisent votre avenir. Vous devez aussi apprendre à reconnaître la fausse productivité. La fausse productivité est faire des choses qui ressemblent à du travail, mais ne créent aucun impact réel. S'organiser sans fin, vérifier les emails toutes les quelques minutes, trop rechercher au lieu d'agir. Cela donne l'illusion du progrès mais gaspille votre énergie limitée. La personne disciplinée demande constamment « Est-ce que cela me fait avancer ?» Si la réponse est non, elle redirige immédiatement. Cette habitude seule sépare les vraiment productifs des perpétuellement occupés. Diriger l'énergie ne concerne pas seulement le travail. Cela s'applique à every area de la vie. Si vous versez de l'énergie dans des arguments, de la négativité ou essayez de plaire à everyone, vous affaiblissez votre capacité à grandir. Si vous investissez de l'énergie dans l'apprentissage, la santé, les relations meaning et la construction de compétences, vous renforcez votre vie. La discipline est dans le choix de où va votre attention et être impitoyable pour couper ce qui vous draine sans retour. Une autre pièce critique est de gérer votre énergie de pointe. Chaque personne a des heures dans la journée où elle est la plus vive. Pour certains, c'est le matin. Pour d'autres, plus tard dans la journée. La personne disciplinée identifie ses heures et les réserve pour le travail le plus important. Elle ne gaspille pas son énergie la plus vive sur des tâches triviales. Elle garde ce temps farouchement. Cette seule décision peut transformer votre productivité parce que diriger votre meilleure énergie vers votre meilleur travail multiplie les résultats. Il est aussi vital de traquer où va votre énergie. La plupart des gens n'ont aucune idée de combien de temps ils perdent dans la distraction. Les heures disparaissent dans le divertissement, les commérages ou le scrollage sans but, et ils se demandent pourquoi rien ne change. Quand vous suivez honnêtement vos habitudes, vous voyez clairement les fuites dans votre discipline. La conscience crée l'opportunité de rediriger. Chaque fois que vous vous surprenez à dériver, vous pouvez vous rappeler « Ce n'est pas là où mon énergie appartient ». Puis vous la ramenez aux tâches qui comptent. Diriger l'énergie demande du courage parce que cela signifie souvent décevoir les autres. Les gens voudront toujours votre attention pour des choses qui les bénéficient, pas vous. Ils ne se soucieront pas si cela draine votre concentration. Si vous ne tenez pas ferme, vous donnerez constamment votre énergie. La discipline ne consiste pas à être égoïste. Il s'agit d'être intentionnel. Si vous ne pouvez pas protéger votre énergie, vous ne pouvez pas construire la vie que vous voulez. Et quand vous gaspillez votre énergie, personne d'autre n'en paie le prix que vous. Il y a aussi une raison plus profonde. Pourquoi diriger votre énergie est essentiel. La vie est courte et chaque jour que vous passez sur des tâches meaningless est un jour que vous ne récupérez jamais. Le regret de l'énergie gaspillée est douloureux. Beaucoup de gens réalisent trop tard qu'ils ont passé des années à travailler sur des choses qui ne comptèrent pas, pour se retrouver avec rien de valeur à montrer. La discipline vous sauve de ce regret. Elle assure que votre temps, effort et concentration sont investis dans la construction de quelque chose de durable. Pour appliquer ce principe, créez une liste de vos plus hautes priorités. Pas plus de 5. Puis comparez tout ce que vous faites contre cette liste. Si une action sert une de ces priorités, elle mérite votre énergie. Si ce n'est pas le cas, elle doit être minimisée ou éliminée. C'est ainsi que vous coupez le bruit et vivez avec direction. La vie disciplinée ne consiste pas à tout faire. Il s'agit de faire les bonnes choses avec constance. Avec le temps, diriger votre énergie devient une habitude. Au début, vous devez vous rappeler constamment. Vous devez faire une pause avant de dire oui. Vous devez résister à la tentation de faire ce qui semble urgent, mais inimportant. Mais finalement, cela devient naturel. Vous vous concentrez instinctivement sur ce qui compte
et ignorez ce qui ne compte pas. Cette habitude crée de l'élan. Et avec de l'élan, votre progrès se multiplie. Vous commencez à voir des résultats plus rapidement, pas parce que vous travaillez plus dur, mais parce que vous travaillez plus intelligemment. Les personnes qui réalisent le plus ne sont pas celles qui travaillent le plus d'heures. Ce sont celles qui dirigent leur énergie avec précision. Elles connaissent leurs priorités et donnent leur meilleur à elles. Elles ignorent les distractions. Elles protègent leur concentration. Elles investissent dans ce qui crée la croissance. C'est le secret. Pas un effort sans fin, mais un effort discipliné dirigé vers des tâches meaning. À partir de ce moment, défiez-vous de remarquer où va votre énergie. Demandez-vous souvent, est-ce que cela construit la vie que je veux? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou est-ce que cela me draine? Puis faites le choix discipliné. Dirigez votre énergie seulement vers les tâches qui comptent vraiment. Coupez ce qui est meaningless. Protégez votre concentration et regardez comment votre vie commence à se transformer quand chaque once d'énergie alimente le progrès au lieu d'être gaspillée dans la distraction. Chapitre 10. Conditionnez votre esprit à agir sans attendre la motivation. La motivation est un sentiment, et les sentiments sont peu fiables. Ils vont et viennent sans avertissement. Un jour, vous vous sentez imparable, le lendemain, vous pouvez à peine vous faire bouger. Si vous construisez votre vie en attendant la motivation, vous ne serez jamais constant. Vous n'agirez que quand les conditions semblent bonnes, et vous reculerez au moment où elles ne le sont pas. La discipline exige quelque chose de plus fort que la motivation. Elle exige de conditionner votre esprit à agir peu importe ce que vous ressentez. Ce conditionnement est ce qui sépare les personnes qui rêvent des personnes qui réalisent. La vérité, c'est que l'action ne dépend pas de la motivation. L'action crée sa propre énergie. Beaucoup de gens inversent cela. Ils s'assoient et attendent que la bonne émotion apparaisse avant de commencer. Ils pensent avoir besoin d'inspiration avant de pouvoir commencer le projet, aller à la salle de sport ou changer leurs habitudes. Mais l'inspiration n'arrive souvent qu'après que l'action a déjà commencé. Le simple fait de bouger génère l'élan que les sentiments ne peuvent pas. Si vous ne bougez que quand vous vous sentez motivé, vous gaspillerez d'innombrables opportunités. Si vous vous entraînez à bouger sans elles, vous créerez des résultats chaque jour. Conditionner votre esprit à agir signifie supprimer le choix de l'équation. Quand vous décidez que quelque chose doit être fait, vous n'attendez plus de voir si vous en avez envie. Vous agissez parce que c'est requis. Tout comme un soldat ne décide pas de s'entraîner. Tout comme un pilote ne décide pas de vérifier l'avion, vous construisez des règles pour vous-même qui ne dépendent pas des humeurs. Ces règles vous conditionnent à suivre que vous vous sentiez excité ou fatigué, inspiré ou ennuyé. Vous bougez parce que vous avez entraîné votre esprit à obéir à la décision, pas au sentiment. L'une des façons les plus efficaces de construire ce conditionnement est de créer des non négociables. Ce sont des engagements que vous faites chaque jour, peu importe quoi. Cela pourrait être écrire un certain nombre de mots, faire de l'exercice pendant un temps fixe, ou dédier une partie de la journée à un travail concentré. Le point est qu'ils se produisent sans discussion. En les répétant quotidiennement, votre cerveau apprend qu'ils sont automatiques. Vous ne vous asseyez plus le matin à débattre avec vous-même. L'habitude prend le dessus. C'est le conditionnement. Cette pratique commence petit. Ne vous submergez pas en essayant de tout changer à la fois. Choisissez un domaine où vous supprimerez le besoin de motivation. Engagez-vous-y quotidiennement. Au début, vous résisterez. Votre esprit criera pour le confort. Mais chaque fois que vous agissez quand même, vous affaiblissez l'emprise de la paresse et renforcez l'habitude de la discipline. Avec le temps, la résistance s'estompe. Ce qui semblait forcé devient naturel. Plus vous le répétez, plus votre esprit devient conditionné. Une autre pièce importante du conditionnement est de raccourcir l'écart entre la décision et l'action. Plus vous attendez après avoir décidé d'agir, plus vous donnez d'espace aux excuses pour apparaître. Si vous décidez de faire de l'exercice, commencez immédiatement. Si vous décidez d'étudier, ouvrez le livre sur le champ. Le retard nourrit l'hésitation, et l'hésitation tue la discipline. L'action immédiate, même petite, verrouille la décision. Votre esprit apprend qu'une fois que vous décidez, vous bougez.
Ce schéma répété recable votre comportement jusqu'à ce qu'agir instantanément soit automatique. Il est aussi utile de recadrer comment vous pensez à la motivation. Au lieu de l'attendre, traitez-la comme un bonus. Quand elle est présente, profitez-en. Quand elle est absente, ignorez-la. Arrêtez de lui donner le pouvoir de dicter vos actions. Si vous vous réveillez feeling inspiré, utilisez-le. Si vous vous réveillez feeling drainé, agissez quand même. Quand vous vivez par ce principe, vous ne vous souciez plus de savoir si la motivation se présente ou non. Vous opérez sur un standard plus élevé. Ce standard est la discipline. Une autre stratégie pour conditionner votre esprit est de lier l'action à l'identité. Arrêtez de dire « j'ai besoin de motivation pour faire cela ». Dites plutôt « je suis le genre de personne qui fait cela ». Quand vous connectez la discipline à qui vous êtes plutôt qu'à ce que vous ressentez, vos actions deviennent constantes. Si vous vous identifiez comme une personne disciplinée, alors agir quotidiennement sans attendre la motivation est simplement ce que vous faites. La discipline driven par l'identité est bien plus forte que la discipline driven par les sentiments. Vous devez aussi vous attendre à de la résistance. Votre esprit vous testera. Il cherchera des raisons de retarder. Il vous rappellera à quel point vous êtes fatigué, à quel point ce serait plus facile de le faire plus tard, à quel point la tâche est petite comparée à l'effort requis. Cette résistance mentale est naturelle. La clé n'est pas de l'éliminer mais d'agir malgré elle. Chaque fois que vous le faites, vous vous prouvez que vous êtes plus fort que la résistance. Cette preuve construit la confiance et la confiance renforce la discipline. Il y a aussi de la valeur à embrasser l'inconfort directement. Beaucoup de gens évitent à l'action parce qu'ils attendent que cela semble bon. Mais une partie du conditionnement est de vous apprendre que vous pouvez agir même quand la tâche semble désagréable. Vous pouvez écrire quand vous ne vous sentez pas créatif. Vous pouvez vous entraîner quand votre corps semble lourd. Vous pouvez étudier quand votre esprit semble distrait. En faisant cela, vous vous apprenez une vérité puissante. Vos sentiments ne sont pas aux commandes. Vous l'êtes. Cette réalisation transforme votre façon de vivre. Le conditionnement bénéficie aussi de la structure. Si vos jours sont non structurés, vous laissez de l'espace à l'indécision. Si vous avez des routines claires, votre cerveau passe à l'action sans attendre la permission. Réveillez-vous à la même heure. Commencez votre travail à la même heure. Terminez votre jour avec le même rituel. Ces structures conditionnent votre comportement jusqu'à ce qu'elles ne semblent plus des choix. Elles semblent des parties automatiques de votre vie. Moins vous laissez de décision aux sentiments, plus votre discipline devient forte. Pensez aux personnes que vous admirez qui ont atteint des résultats extraordinaires. Croyez-vous qu'elles se sentaient motivées every day? Bien sûr que non. Elles ont agi parce qu'elles se sont entraînées à bouger sans motivation. Elles ont compris que le travail doit être fait, que l'émotion soit là ou non. C'est pourquoi elles sont constantes. La constance n'est pas construite sur l'inspiration. Elle est construite sur le conditionnement. Le coût d'attendre la motivation est élevé. Vous perdez du temps. Vous perdez du progrès. Vous perdez la confiance en vous. Chaque fois que vous retardez, vous renforcez la croyance que vous ne pouvez pas agir sans la bonne humeur. Cette croyance devient plus forte jusqu'à ce que vous vous sentiez impuissant à changer. Mais l'opposé est aussi vrai. Chaque fois que vous agissez sans motivation, vous renforcez la croyance que vous contrôlez. Cette croyance devient plus forte jusqu'à ce que l'action devienne une seconde nature. C'est le chemin vers la liberté. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de compter sur les sentiments pour guider votre vie. Entraînez-vous à agir basé sur l'engagement. Conditionnez votre esprit en répétant des actions quotidiennes jusqu'à ce qu'elles soient automatiques. Raccourcissez l'écart entre la décision et le mouvement. Créez des standards non négociables. Embrassez l'inconfort comme partie du processus. Traitez la motivation comme optionnelle, pas essentielle. Construisez une identité basée sur la discipline, pas l'émotion. Ces principes conditionneront votre esprit en une force qui agit peu importe ce que vous ressentez. Et quand vous maîtrisez cela, vous devenez imparable. Vous n'avez plus besoin d'attendre que l'inspiration visite. Vous ne perdez plus des jours parce que la motivation ne s'est pas présentée. Vous vivez avec certitude, sachant que peu importe quoi, vous agirez.
Cette certitude est le fondement de la discipline, le fondement du progrès et le fondement d'une vie de force.